Michel Foucault, pourquoi ce titre, l'archéologie du savoir? Vous savez, la réponse à la question que vous me posez, c'est bien entendu le livre lui-même. Archéologie, c'est évidemment un vilain mot. Vilain parce que peut-être il manque un peu d'élégance, et puis ensuite, surtout, il est inélégant de ma part de l'avoir volé aux vrais archéologues. Et puis, il y a également une raison pour laquelle je ne suis pas très satisfait de ce mot, c'est que archéologie, ça fait penser à une sorte d'entreprise de fouille, gratter la terre pour retrouver quelque chose comme les ossements du passé, un monument mort, des ruines inertes, auxquelles il faudrait péniblement et par les moyens du bord redonner vie. Vie et date. Vie et date. Et alors, puisque vous critiquez votre propre titre, est-ce qu'on ne peut pas, c'est une petite pointe, ajouter cette critique que archéologie appelle date et vous faire entrer dans des catégories historiques que vous paraissez refuser pendant très longtemps au début du livre? Ah oui, mais là, vous me faites jouer à un jeu qui est un peu trop difficile pour moi. Vous savez, j'ai l'esprit simple, je m'étais posé à moi-même. Je me faisais une objection, bien sûr, c'était pour la résoudre, et si au moment où j'allais répondre à ma propre objection, vous m'en faites une plus grave et plus sérieuse, qu'est-ce que je vais devenir? Alors, si vous voulez, je réponds à ma propre question sur le mot archéologie, et puis on parlera en effet ensuite de la date. Oui, par archéologie, je ne pensais pas tellement à cette fouille dans la terre, à ce grattage des vieux os du passé. Par archéologie, j'entends plutôt, je voudrais entendre quelque chose comme la description de l'archive. Je voudrais que le mot archéologie vienne de archive, c'est-à-dire la description de cet ensemble, de cette masse extraordinairement vaste, massive, complexe, de choses qui ont été dites dans une culture, en l'occurrence dans notre culture à nous. Il faudrait essayer de les décrire, ces choses, de les décrire dans leur configuration propre, de voir comment elles ont pu être dites, comment elles ont pu subsister, comment elles ont pu fonctionner et comment elles ont pu finalement se transformer. Toute cette vie, toute cette activité sourde et en même temps bavarde des choses dites à travers une culture. C'est ça que j'entends en gros par archéologie. Revenons à votre question piège à la date. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète dans ce problème? Je ne suis pas inquiété, c'est pas ça. Je me demande si archéologie par le biais de l'introduction du mot archéologie, on ne fait pas repénétrer l'histoire et des chaînes cohérentes, des chaînes logiques, et j'ai envie de dire, au fond, une chaîne unique, logique et cohérente dans des faits. Alors, bien sûr, j'aurais pu employer le mot histoire. Ça aurait été beaucoup plus simple et sans doute j'aurais évité certaines confusions. Mais je crois que je serais tombé moi-même, par la force même du mot histoire, dans d'autres confusions. En effet, quand on parle en général de l'histoire du savoir ou de l'histoire des connaissances, on essaie de faire l'histoire de ce que les hommes ont pensé, de ce que les hommes ont découvert, de ce qu'ils ont su ou de ce qu'ils ont cru. On fait l'histoire de leurs représentations, de leurs images, l'histoire des vérités qu'ils ont finalement découvertes ou dont ils ont fait la preuve expérimentale ou dont ils ont fait la démonstration. Ou bien par histoire des connaissances et des pensées, on peut essayer aussi de replacer la pensée des hommes et le savoir des hommes à l'intérieur d'une sorte d'histoire globale, qui est l'histoire des civilisations, l'histoire des sociétés. On montre par exemple quelle sorte d'affinité il peut y avoir entre les mathématiques grecques et puis la civilisation grecque, ou encore quelle affinité, ressemblance il peut y avoir entre la pensée scolastique et puis l'univers de la féodalité chrétienne au Moyen-Âge. Alors, ce n'est pas cette histoire-là que je veux faire, ni l'une ni l'autre. Ce que je veux faire, c'est la description, en quelque sorte, des formes de discours et des fonctionnements du discours dans une civilisation. Et ces formes de discours, ce fonctionnement des discours est à la fois différent des pensées, de ce que les hommes ont pensé, et différent aussi des pratiques sociales, économiques, politiques, qui peuvent caractériser une civilisation. Je ne veux pas dire, bien sûr, que la pratique du discours soit entièrement indépendante et des pensées,
des hommes et des pratiques sociales, politiques et économiques. La pratique du discours est certainement articulée sur les unes et sur les autres, mais je crois qu'elle a tout de même sa spécificité. Alors c'est la pratique C'est la pratique même du discours, ce que les hommes font lorsqu'ils parlent. En somme, vous opposez à une vieille théorie, celle de la conception du monde, qui réduisait la totalité des aspects d'une époque à un seul de ces aspects. Vous valorisez maintenant la diversité des possibilités d'une époque. Je pense que c'est tout de même cela l'apport important de votre recherche, aussi bien dans les mots et les choses que dans l'archéologie du savoir. Tout se passe comme si, au lieu d'essayer de montrer comment les choses se réduisaient à une image unique, vous essayez de valoriser les différences de niveau, les discontinuités, les diversités dans un même temps. Et je crois que si nous procédions même à une analyse historique, il apparaîtrait très clairement que vous avez raison pour certaines époques, certaines périodes du passé, et plus encore pour nos périodes du présent. Il ne me semble pas que Michel Foucault peut retenir votre phrase si nous procédions à une analyse historique. Tout au moins si je me réfère à l'esprit du livre. Foucault n'est pas opposé à l'analyse d'une histoire prise comme une période. Vous êtes opposé, je crois, à l'idée d'une conscience historique qui se développerait du passé vers le présent et qui serait une sorte de vision, encore une fois hégélienne, de l'existence. Je suis très opposé à toutes ces formes, en quelque sorte, de dissolution des spécificités qui peuvent caractériser une civilisation, une culture, une société à un moment donné. De même, si vous voulez, que dans une société, vous avez, par exemple, des classes sociales. À l'intérieur de ces classes sociales, des groupes sociaux. À l'intérieur de ces groupes, des intérêts. Ou encore, dans les techniques d'une époque, vous avez des niveaux de développement qui sont extraordinairement différents. Vous avez, à une époque donnée, par exemple, des techniques industrielles très poussées et en même temps, au même moment, des pratiques artisanales qui sont encore très archaïques. Eh bien, je crois que de la même façon, l'univers du discours, l'univers du savoir constituent un univers qui est loin d'être homogène et qui est plein de ruptures, de discontinuités, de décalages, de dénivellement. Et je crois que très souvent, trop souvent, les historiens ont essayé, chaque fois qu'ils se sont attaqués à l'histoire, non plus des choses ou des institutions, non plus l'histoire des événements, mais l'histoire des pensées, ils ont toujours essayé de dissoudre ces différences et ces spécificités pour essayer de reconstituer quelque chose... Un tissu homogène. Un tissu homogène qui serait comme l'esprit d'une époque. Oui. Autrement dit, ils ont pris la conscience individuelle comme modèle du savoir d'une époque. Et tout comme, après tout, il y a en effet on peut supposer en tout cas qu'il y a une certaine homogénéité dans la conscience des hommes. On peut toujours supposer que dans leur discours, il y a une sorte de cohérence. On peut toujours supposer qu'il y a comme un foyer unique dans l'existence et le discours et le savoir des individus. Eh bien, on a essayé de reconstituer cette individualité des époques. Eh bien, je suis contre l'individualité des époques. En somme, vous pensez un peu ce que, dans une certaine mesure, on pourrait prolonger ce que disaient les ethnographes d'autrefois, qui reprochaient à certains de projeter leur catégorie européenne sur les sociétés non européennes. Vous reprochez aux historiens, en faisant d'histoire une idéologie, par conséquent, de projeter les catégories actuelles sur un passé qui est beaucoup plus divers et objectivement beaucoup plus multiple et pluraliste. Oui, vous savez, il est probable que notre présent est au moins aussi divers, discontinu. Vous leur reprochez également de projeter de l'unité, a priori. Si c'est ça, je crois qu'il projette de l'unité, il projette le modèle de la conscience individuelle sur le discours et le savoir du passé. Et je voudrais le redéployer, ce discours, je voudrais le redisperser, ce savoir, et ressaisir les configurations diverses entre lesquelles il était éparpillé ou dispersé. Mais alors, pour bien saisir ce discours, pour lui faire subir le traitement analytique auquel vous voulez le soumettre, il faut en quelque sorte le vider d'une partie de son contenu. Il faudrait le désimager. J'ai presque envie de dire cela. C'est le maniement, c'est le fonctionnement sur le plan technique de ce discours qui vous intéresse. Oui, si vous voulez... C'est un discours en soi, le fonctionnement d'un discours en soi, indépendamment de l'objet du discours. Les deux grands postulats contre lesquels je me suis battu, je crois qu'on pourrait les nommer ainsi. L'un, c'est celui dont nous parlions à l'instant, le postulat de l'unité.
la pensée des hommes à une époque donnée serait cohérente et pourrait être ramenée à une sorte de centre nodal. Bon, voilà le premier postulat. Le second postulat contre lequel je me bats, c'est, si vous voulez, le postulat que les paroles, c'est du vent. Que les paroles, ça n'existe pas, ou ça n'a presque pas de consistance, que les paroles, c'est une sorte d'écume sur l'océan de l'histoire, ou encore que les paroles, ce n'est rien de plus que le reflet transitoire, fragile, précaire, immédiatement effacé de choses qui, elles, sont sérieuses et solides et qui ne sont pas des paroles. Or, ce que je voudrais montrer, c'est que les hommes font quelque chose quand ils parlent. L'élément impensé de ce qui paraît une parlerie ou un bavardage. Une sorte d'épistémologie du bavardage. Épistémologie du bavardage, si vous voulez. Mais cet élément impensé, vous paraissez vous en méfier beaucoup dans votre livre. Non, alors... Si je me réfère à la première partie, oui. si. C'est-à-dire que j'ai souscrit là au mot impensé, j'y ai souscrit avec un rien d'hésitation qui n'est sans doute pas passé dans le micro, parce que je ne voudrais pas que l'on considère cet impensé comme une sorte d'inconscient, quelque chose comme une pensée qui ne se dirait pas, qui serait cachée, qui serait un peu muette. Je crois que les hommes font quelque chose quand ils parlent, ils font quelque chose quand ils parlent exactement de la même façon qu'ils font quelque chose quand ils fabriquent un objet. Le discours, ça se fabrique. Le discours, une fois fabriqué, ça existe. Une fois que ça existe, ça subsiste. Une fois que ça subsiste, ça fonctionne. Et une fois que ça fonctionne, ça se transforme, ça a des effets, etc. C'est cette consistance interne du discours en quelque sorte comme objet fabriqué, cela que je voudrais arriver à restituer. Et alors, ça me conduit à un certain nombre de conséquences, ça m'a conduit à un certain nombre de conséquences qui vraiment étaient assez involontaires. Enfin, je veux dire, je ne les avais pas dans la tête au moment où j'ai essayé une analyse de cette espèce de fabrication du discours. Ça m'a conduit à ceci, c'est que premièrement, cette fabrication, elle n'est pas sans règle. On ne fabrique pas à une époque du discours comme on en fabrique à une époque ultérieure. Et on n'en fabrique pas quand il s'agit, par exemple, de faire de l'histoire naturelle. On ne fabrique pas du discours sur le même modèle et selon les mêmes règles que lorsqu'on fabrique du discours pour faire des mathématiques ou pour raconter l'histoire des institutions politiques ou pour inventer un roman ou pour écrire de la poésie. C'est cette règle de fabrication du discours qui est en quelque sorte impliquée par l'idée même que le discours est une chose fabriquée. Deuxièmement, on en arrive à l'idée que... Alors on se trouve en présence de types de discours différents et reliés d'une certaine manière à l'intérieur d'un système cohérent? Des types de discours, des règles de formation de discours. Alors il n'y a pas de règle universelle de formation du discours applicable à n'importe quel objet. Ah, je ne pense pas, justement. Car je crois que l'objet du discours, il est fabriqué par le discours lui-même. Naturellement, c'est le discours qui fabrique l'objet. Qui fabrique l'objet. Par exemple, cet immense objet qu'est la nature des naturalistes est fabriqué par le discours des naturalistes. Naturellement. Mais il en est ainsi dans tout domaine. Je pense qu'il en est ça, ainsi. C'est général. C'est assez général. Seulement, voilà ce qui se passe. Le discours du mathématicien suscite l'objet. Bien sûr. Et il ne le suscite d'ailleurs qu'au moment où ce discours existe. Voilà. Et c'était parfaitement connu à propos du discours mathématique, pour l'excellente raison que l'objet mathématique est un objet entièrement formel. C'est-à-dire que les règles de construction de l'objet mathématique sont en même temps les règles de construction du discours mathématique, puisque c'est un objet qui est formel. Dans le cas de quelque chose comme par exemple le discours médical, ou le discours des naturalistes, ou le discours des économistes, des grammairiens, des historiens, etc., c'est tout de même assez différent, car ce n'est pas un objet formel. C'est un objet qui est perpétuellement référé à un contenu concret, et les règles du discours ne font pas autre chose que de prélever sur cet objet un certain nombre d'éléments qui sont considérés comme importants, comme pertinents, diraient les linguistes, les isoler, les combiner, en faire un objet individuel, le mettre en relation avec d'autres objets, etc. Bon, prenons le cas de la médecine. Oui. Alors, de la médecine, de la pathologie mentale, plus exactement, puisque je crois qu'il faut mieux préciser un petit peu. Si vous voulez. C'est un des exemples auxquels vous vous référez. Je vous demanderai d'ailleurs comment vous avez choisi vos exemples. Est-ce que je vais dire ou non que le discours fabrique son objet? Oui. Alors cet objet est fort solide. Il est solide, oui.
Car voyez-vous ce qui me frappe depuis que nous parlons. Je suis sous le coup de la lecture de votre livre. La première partie en paraît extrêmement destructrice. Je ne dis pas cela du tout comme une critique. Je veux dire que manifestement, vous retirez le terrain sous mes pieds et vous m'arrachez les objets que je peux considérer comme denses et objets d'examen pour moi. Mais depuis un quart d'heure, vous parlez comme un constructeur d'objets et non pas comme un destructeur d'objets. On peut vraiment croire à la lecture de votre livre, surtout dans les 100 premières pages, que le discours ne produit pas l'objet du discours. Alors que tout en vous lisant, on se dit, le discours produit l'objet du discours. Ne cherchons pas plus loin. C'est le discours même qu'il suscite, qu'il fait naître, qu'il engendre. Écoutez, en effet, dans cette première partie de mon livre, j'ai essayé de montrer que les objets n'existaient pas comme ça, et que le discours ne pouvait pas prendre appui sur des sortes de choses qui seraient là, toutes données, et qu'il faudrait petit à petit découvrir et comme dévoiler. Et j'ai essayé de montrer en même temps comment, si les objets n'étaient pas là, face au discours, dans une sorte de tête-à-tête avec le discours, c'était parce que le discours les fabrique. Alors, si vous voulez, on va prendre précisément l'exemple de la folie. Bon, la folie, vous me direz, en un sens, la folie, ça existe comme ça. La meilleure preuve, c'est que les fous, ça se reconnaît. Ça se reconnaît très vite, Jamais je ne très dirais tôt. cela. Eh bien, là, alors, à la fois, vous ne m'étonnez pas, et puis, je ne serai pas tout à fait d'accord avec vous. Car s'il est vrai que la question de savoir si quelqu'un est fou ou n'est pas fou, cette question devient assez vite inquiétante, à vrai dire, quand vous prenez les choses massivement au niveau des sociétés. Eh bien, la catégorie des gens qui, dans cette société, sont considérés comme déviants, inacceptables, comme devant être exclus ou ne pouvant pas être inclus, ou devant être inclus dans des établissements spéciaux, cette catégorie est en général parfaitement claire. Même si il y a à chaque instant un certain nombre de cas d'espèce qui se posent et qui inquiètent la conscience des gens les plus instruits, les plus intelligents et les plus propres par conséquent à douter d'eux-mêmes et de leurs propres normes. Alors, quand je me suis mis à étudier l'histoire de la folie, ça a été pour une raison très simple. On m'avait demandé d'écrire une histoire de la psychiatrie que j'étais incapable d'écrire. Alors je me suis dit, ce serait tout de même plus drôle, plutôt que de raconter l'histoire des médecins et de leurs idées, de raconter l'histoire des fous eux-mêmes. Et je m'étais imaginé qu'il y avait là, en quelque sorte, à travers les sociétés et tout au long de l'histoire, une catégorie de gens qui étaient les fous. Bien sûr, cette catégorie, je me doutais bien qu'elle était un peu variable, qu'elle avait plus ou moins changé, mais enfin, je pensais qu'il y avait une sorte de noyau consistant, puis qu'on pourrait raconter quel sort avait été fait à ce peuple d'ombre, à ce peuple toujours exclu, à cette catégorie de gens hors de toute catégorie, que l'on peut reconnaître dans la civilisation grecque, dans la société romaine, à l'époque féodale, à l'époque classique de nos jours. Puis je me suis aperçu qu'il fallait déchanter, et qu'en fait, la folie, telle qu'elle avait été perçue, telle qu'elle avait été découpée, telle qu'elle avait été exclue par une société, même dans une période aussi relativement limitée que le XVIIe, que la période qui va du XVe, si vous voulez, jusqu'à nos jours, eh bien, cette catégorie ne pouvait pas être établie, qu'il ne s'agissait absolument pas des mêmes gens, et que ce qui était désigné comme folie avait perpétuellement varié. Et que si on voulait retrouver la loi, si vous voulez, de ce qui permet de dire à une époque donnée tel est fou, tel n'est pas fou, alors il faut s'adresser à si vous voulez, au savoir des gens, savoir qui peut être un savoir médical assez complexe ou qui peut être une sorte de savoir immédiat comme ça. Et j'ai découvert, si vous voulez, il m'a semblé en tout cas découvrir toute une pratique de désignation, de description et d'exclusion de la folie qui caractérise d'une façon spécifique la société européenne du XVIe siècle, puis notre mode de désignation, de description et d'exclusion de la folie qui caractérise la société européenne du XVIIe au début du XIXe, et puis un nouveau mode.
lui aussi tout à fait caractéristique, qui Qui est contemporain. qui est à peu près celui de la société de maintenant. Avec un lien cohérent entre... Alors, assurant les passages. Alors là, c'est le problème important. Si vous voulez, je crois que Duvigneau doit me poser bien des questions sur ce problème des discontinuités. Oui, auparavant, j'aimerais vous poser une question, simplement celle-ci, parce qu'en vous entendant parler, j'étais un peu inquiet, simplement, mais peut-être est-ce moi qui ai mal compris, sur la possibilité de déduire de votre position une relation éventuelle avec la nature et avec l'objet. Dans une certaine mesure, la seule pensée ou la seule recherche qui se rapproche de la vôtre est une recherche qui s'établit dans un autre domaine, qui est celle de Lévi-Strauss dans l'anthropologie. Je pense à la fin de La pensée sauvage, dans laquelle il dit que la raison, après tout, est une théorie de l'information qui permet, avec des formes et des structures différentes, à l'homme d'établir, ou du moins de découvrir, une certaine relation avec les lois de la nature qui sont indépendantes de lui, qui sont fixées, pour ainsi dire, sans lui. Alors, quand vous dites que le discours, que la folie ou que l'objet d'une science émerge du discours lui-même, ce que je serais assez amené à penser aussi, je me demande alors comment vous établissez, vous rétablissez la relation de ce discours cohérent et constitué, et également relatif par rapport à un autre discours dans une même époque, avec ces lois de la nature. Là, vous savez, votre question m'embarrasse beaucoup, parce que qu'est-ce que vous entendez par loi de la nature? Les lois de la nature telles qu'elles ont été définies par exemple, dans notre discours. C'est un objet de discours pour vous. Oui, dans notre discours. Je me demande s'il s'agit là de lois de la nature en tant qu'elles sont définies dans notre discours à nous, ou d'éléments de permanence et d'objectivité qui existeraient sans nous. Dans le second cas, l'on pourrait postuler une sorte de matérialisme radical, réel, beaucoup plus réel qu'un matérialisme qui serait un idéalisme renversé. Dans l'autre cas, comment peut-on prévoir alors ces relations multiples entre les niveaux différents d'objectivité atteignant un plus grand niveau de... Ah oui, oui, oui. Alors évidemment, je me rends compte, tout ce que je viens de vous dire là maintenant doit bien vous laisser supposer que je suis le plus affreux des idéalistes, enfin le plus radical des idéalistes, que je refais au fond ce qui a été fait traditionnellement dans toute la philosophie idéaliste, qui consiste à montrer que les objets, ça n'existe pas vraiment, et qu'on ne fait pas autre chose que de les percevoir ou de les penser. De toute façon, les construire. Et au fond, je le referai, cela, à propos du discours. Et là où Berkeley disait percevoir, moi je dirais dire. J'allais dire son nom. Voilà. Mais je pense que c'est même très loin. À vrai dire, ce n'est pas ça, je crois, du tout qui est en question. À vrai dire, même c'est le contraire que je voudrais faire. J'ai souvent dit, mais pour m'amuser, que j'étais positiviste. On m'a dit que je l'étais, et ça m'a tellement fait rire que j'ai repris aussitôt le mot en disant « Oui, je suis positiviste », parce que je m'aperçois que ça ennuie toujours beaucoup les gens quand on dit qu'on est positiviste. C'est traditionnellement dans le vocabulaire des universitaires français toujours quelque chose qui touche au reproche, presque à l'injure d'être positiviste. Et je connais une brave dame d'œuvre de la philosophie existentialiste qui a cru que je serais très blessé si on me traitait de positiviste, mais pas du tout. Je suis positiviste et je le dis. Mais faut-il encore s'entendre que le positivisme, au fond, se caractérise, je crois, comment par le fait qu'il a voulu établir entre chaque domaine de savoir et chaque domaine d'analyse des coupures absolument radicales, qui faisait par exemple que la vie ne pouvait pas, selon lui, être réduite au processus physico-chimique, donc que la biologie ne pouvait pas être ramenée ni à la chimie, ni à la physique, etc. Or, je suis positiviste en ce sens, moi, que je crois en effet à la spécificité du discours, et j'essaie de faire apparaître ce champ du discours, cette fabrication du discours, ce discours-objet, j'essaie de le faire apparaître dans sa solidité et dans sa spécificité, jusqu'à un certain point dans son autonomie, mais je voudrais à chaque instant montrer comment il se rattache, il se relie à quelque chose d'autre et qui lui est extérieur. Et c'est au fond ça mon problème par opposition aux structuralistes. Mon problème, c'est de montrer comment la pratique discursive s'articule sur des pratiques qui ne sont pas
Alors, je crois qu'il est très important ce que vous venez de dire pour marquer justement cette différence entre une pensée dite structuraliste, je crois que le mot ne convient pas très bien, du moins qui désigne une recherche, et votre propre définition. Je crois qu'ici on atteint quelque chose de très important pour votre propre objectivité. Je dirais ceci sans aucune critique à l'égard des structuralistes, bien entendu. Non, il n'y a pas besoin de critique. Le jeu des structuralistes, au moins de certains des structuralistes... Non, d'autant plus que par moment, vous n'êtes pas loin. Sans doute, et je leur dois beaucoup. Il y a des dizaines de lignes comme ça qui apparaissent par-ci par-là où on se dit... Mais il y a un structuralisme. Oui, mais je leur dois beaucoup. Mais en gros, si vous voulez, certains structuralistes ont affaire à des textes, à des discours, à des récits mythiques, à des poèmes, peu importe. Le jeu qui est le leur, l'hypothèse qui soutient leur analyse est celle-ci. Il s'agit d'éléments linguistiques qui sont composés entre eux, et qui constituent ainsi un discours global. Est-ce que les lois de construction de ce discours ne sont pas de même nature que les lois qui permettent de construire chacun des éléments du discours, c'est-à-dire les phrases, c'est-à-dire les mots, c'est-à-dire, à la limite, les phonèmes. Autrement dit, c'est la généralisation de toutes les lois élémentaires du langage jusqu'au niveau général du discours, c'est cela qui est, je crois, l'hypothèse de beaucoup de descriptions structuralistes. Oui, pas de toutes. Pas de toutes, non. Vous prenez actuellement un certain nombre. Vis-à-vis du structuralisme, la position que Chomsky a prise vis-à-vis de la linguistique dans cette mesure, sans vous y référer naturellement. Oui. Avec un recours à plus d'invention. Je ne nie absolument pas que l'on puisse, en effet, dans un texte, dans un livre, finalement même dans l'œuvre tout entière d'un écrivain, retrouver des lois de composition ou des lois de construction qui sont celles qui permettent à tout le monde de bâtir n'importe quelle phrase. On peut trouver, par exemple, au niveau d'un livre tout entier, une grande structure métonymique, tout comme on trouve à l'intérieur d'une phrase quelque chose que l'on appelle une métonymie. Bon, je crois que Barthes, par exemple, le fait assez volontiers à propos des... C'est une hypothèse qui est extraordinairement intéressante, et si je ne la reprends pas, ce n'est aucunement que je la critique, c'est simplement que je crois que chacun a son propre boulot, et en quelque sorte, chacun peut émettre sa propre hypothèse, et l'hypothèse que j'émets n'est aucunement en contradiction avec celle-là, elle est d'un type différent. Mon problème, c'est de savoir, au fond, comment la pratique du discours peut s'articuler sur quelque chose qui est alors entièrement extérieur au discours, et qui sera, par exemple, une pratique économique, une pratique sociale, un champ social, un domaine de technique, etc. Et c'est cet extérieur-là du discours que j'essaie de lier à la pratique du discours lui-même. Je vous suis bien davantage dans la mesure où il s'agit maintenant ici de quelque chose d'assez frappant, qui est un rationalisme, les mots après tout valent ce qu'ils valent, mais un rationalisme qui exclut ce cogito dont Descartes disait qu'il était le centre et l'élément fondamental du rationalisme. Or, en France, généralement, quand on s'oppose à Descartes, c'est pour tomber dans un irrationalisme ou une pensée fluide ou peu importe, un subjectivisme. Vous êtes, je crois, le seul non-cartésien rigoureusement rationaliste. Je pense que ça peut aider peut-être à définir votre écoutez, pensée. Vous me faites plaisir en me disant ça, parce qu'en effet, j'ai remarqué qu'à partir du moment où on excluait le cogito ou le primat de la conscience, on était très vite assimilé soit un philosophe de la vie, soit un philosophe du tragique, soit un philosophe de l'irrationalisme. Or, en effet, ce n'est pas du tout cela que je veux faire. Alors, si vous voulez, mon problème était celui-ci. Je n'ai pas été le premier, vous pensez bien, à essayer de voir ce qu'il y avait à l'extérieur du discours. Il y a eu bien des gens qui n'étaient pas structuralistes, eux non plus, qui étaient même jusqu'à un certain point anti-structuralistes, et qui ont sans cesse posé la question des bords extérieurs du discours. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur du discours? Est-ce que quelque chose... On pourrait même écrire une histoire de la philosophie en fonction de cette question. Absolument, absolument. Or, la plupart du temps, et encore plus récemment, la réponse qui a été donnée, était celle-ci. Ce qu'il y a à l'extérieur du discours, eh bien, c'est tout simplement l'homme. Ou bien, ce qui est à l'extérieur du discours sont les choses. L'inerte. L'inerte. Je crois qu'aucune de ces deux solutions n'est tout à fait satisfaisante. Si on suppose qu'à l'extérieur du discours, il y a l'homme, qu'est-ce qu'on entend par l'homme? On peut entendre deux choses.
ou bien une sorte de conscience dite transcendantale, pour reprendre le mot des philosophes, c'est-à-dire une sorte de conscience absolument générale, universelle, qui définit les structures de rationalité propres à tout discours vrai. Mais à ce moment-là, vous voyez que vous perdez la spécificité historique des discours, la possibilité de décrire leur transformation, leur variation. Vous perdez même la possibilité de définir la différence qu'il y a, par exemple, entre un discours biologique et un discours mathématique, ou entre un discours économique et un discours médical. De toute façon, vous trouverez les structures rationnelles du sujet transcendantal. C'est beaucoup trop large, beaucoup trop lourd en même temps, pour rendre compte de toutes ces différences qui sont étroites et fines, mais qui sont tout de même très importantes. Bon, ou alors par homme, vous entendez le sujet individuel, cet homme concret qui est né à tel moment, qui a subi telle influence, qui a reçu telle éducation, qui a eu tel souci, qui a cru découvrir telle ou telle chose, qui avait encore dans l'esprit telle ou telle image ou telle vieille croyance. Et à ce moment-là, vous pouvez bien rendre compte, en effet, de tels discours très particuliers. Vous pouvez expliquer, par exemple, pourquoi quelqu'un comme Newton, qui a fondé la mécanique rationnelle, enfin qui a été un des cofondateurs de la mécanique rationnelle, pourquoi il croyait encore en Dieu. Bien sûr, vous pourrez également dire pourquoi un médecin comme Broussais a pu dire des choses aussi vraies contre les fièvres, contre la vieille notion de fièvre, et en même temps tuer des dizaines, des centaines et peut-être des milliers de gens dans la manière aberrante dont il soignait le choléra. Bon, tout ça, vous arriverez en effet à rendre compte d'un certain nombre de phénomènes particuliers dans le discours, dans le savoir des individus. Mais vous ne rendrez pas compte de cette chose alors plus générale que les individus, qui est l'existence d'un discours comme celui de la médecine, ou de la mécanique rationnelle, ou de l'histoire naturelle, qui est méta-individuel en quelque sorte, et qui a sa consistance propre, qui s'impose par un certain nombre de règles à tous les individus, quels qu'ils soient, s'ils veulent faire de la médecine ou de l'histoire naturelle. Il ne suffit pas de dire j'ai mal au foie, ou de dire j'ai le teint jaune, donc j'ai mal au foie pour être médecin, ou pour tenir un discours médical. Pour que le discours soit médical, il faut qu'il obéisse à un certain nombre de règles bien précises, et ce n'est donc pas la simple psychologie des individus qui pourra en rendre compte. Alors, voyez-vous, à la question qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur du discours, je crois qu'il est insuffisant de répondre il y a l'homme. C'est vrai, il y a l'homme. Il y a l'homme peut-être en général, si on peut définir une structure de rationalité générale. Il y a bien sûr les hommes singuliers qui ont leur position particulière, leurs soucis, etc. Mais il y a également autre chose. Alors attaquons-nous au problème même. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur du discours? Bon, alors à l'extérieur du discours, eh bien, ce que j'ai essayé de faire apparaître, c'était tout un ensemble de règles pratiques qui s'imposent à tous les individus qui veulent tenir cette catégorie de discours, et ces règles pratiques sont une certaine manière de mettre en relation les objets les uns avec les autres, les techniques les unes avec les autres, les institutions les unes avec les autres, etc. Par exemple, nature, c'est la variation du discours dans cette conception. La variation du discours. Ou tout au moins, alors disons la classification des disciplines, j'aime mieux ça. La classification des disciplines et la classification des objets devient simplement des traitements différents du discours. Si je traite le discours de telle manière, alors je fais telle chose. Si je traite le discours de telle autre manière, alors je fais telle autre chose. On peut comprendre cela. Oui, alors c'est que mon explication n'était pas tout à fait suffisante. Si vous voulez, on va prendre un exemple très simple. Bon, la médecine existe probablement depuis que les hommes sont malades, c'est-à-dire depuis qu'ils vivent, ou plutôt depuis qu'ils meurent, ou depuis qu'ils passent de la vie à la mort. En tout cas, la médecine existe depuis des dizaines et des dizaines de siècles. Or, elle a subi, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, elle a subi une mutation extraordinaire. Pratiquement, entre la médecine du fond de l'âge grec et la médecine du XVIIIe siècle européen, malgré tout le temps écoulé, malgré une prodigieuse accumulation d'observations, de réflexions, malgré un nombre de livres absolument considérable, ça avait finalement assez peu changé. Et puis, très brusquement, entre
1760, si vous voulez, 1820, toc, voilà que la médecine s'organise comme un discours brusquement complexe à coup sûr, mais qui détient des méthodes de vérification, d'expérimentation, et un discours qui se critique lui-même, mais progresse à partir d'un certain nombre de fondements qui sont considérés comme certains et qui, en somme, peuvent, de nos jours encore, être considérés comme certains. Peut-être parce qu'à ce moment-là, le discours de la médecine recoupe le discours que pourrait faire le démographe sur l'augmentation du nombre de la population et la pression quantitative du nombre de ces gens qui oblige le médecin à, pour ainsi dire, prendre position, et le discours économique. Alors là, on pourrait dire que quand il y a rencontre de plusieurs niveaux de discours, une science peut éclater et émerger elle-même. C'est certain, et la présence, la coprésence d'autres discours est certainement un des facteurs de constitution de ce nouveau discours médical. Je crois d'ailleurs que vous le dites dans votre livre, oui, c'est un point important. Mais il y a également d'autres éléments. Par exemple, si vous voulez, la démographie dont vous parliez, l'institution de l'hôpital, la pratique de l'assistance, le thème politique que le devoir de l'État consiste à venir en aide aux gens qui sont pauvres et malades, l'ensemble des réglementations institutionnelles qui ont organisé cette assistance aux malades dans l'Europe, c'est tout ça. Alors on pourrait dire que là où il y a des discours isolés et séparés les uns des autres, il n'y aurait pour ainsi dire pas, comment dirais-je, je n'ose pas dire ce mot de progrès, mais de découverte, de transformation de la science. Et là où plusieurs discours convergent, on pourrait admettre qu'une forme d'objectivité nouvelle apparaît. Plusieurs discours et plusieurs autres pratiques. La médecine étant un discours isolé, pour ainsi dire solitaire, se dévorant elle-même, ne varie point. Oui. Elle varie lorsqu'elle rencontre des discours différents d'elle-même. D'autres discours et d'autres institutions, d'autres pratiques. Il a fallu toute cette extraordinaire constellation de discours nouveaux, comme par exemple celui de la biologie, celui de l'économie jusqu'à un certain point, celui de la statistique aussi, et puis des pratiques nouvelles comme celle de l'assistance, comme celle de l'hospitalisation, comme celle de la surveillance médicale de la population. C'est tout cela qui a été condition de possibilité du discours médical. Alors le sociologue pourrait vous dire ici qu'effectivement, lorsqu'apparaît une société assez complexe et assez riche pour présenter plusieurs séries de discours convergents, il y a plus de chances pour que l'objectivité d'une science soit fondée, dans une certaine mesure. On peut peut-être le dire, quoiqu'après tout... C'est une question que je me pose aussi, n'est-ce pas? Oui, en tout cas pour certaines sciences... Au discours économique de Marx, par exemple, il faut évidemment que toute une série d'autres discours coexistent. C'est ça. C'est-à-dire, moins un discours est formel, plus un discours requiert de ces conditions concrètes pour qu'il se constitue comme pratique à la fois autonome, cohérente et scientifique. Et alors, voyez-vous, c'est cette mise en relation, cette mise en jeu d'éléments très différents, comme des institutions, des pratiques, des techniques, d'autres discours. C'est cela, cette mise en relation, cette mise en jeu, qui me paraît être cet extérieur du discours, à partir de quoi le discours peut exister. Et au fond, ce qui rend difficile peut-être pour certains la démarche de votre pensée, c'est que vous procédez un peu comme l'ont fait certains physiciens. Quand Einstein disait que la lumière n'est plus le milieu privilégié où se déploient les événements et l'objet qu'étudie le physicien, vous dites que la conscience n'est plus ce milieu privilégié où se déploie le phénomène lui-même. Mais il faut analyser la cohérence, la construction même de la pratique du discours. Alors là, je pense qu'en effet, votre cheminement devient beaucoup plus difficile et en même temps beaucoup plus nuancé pour le lecteur. Vous voyez là un point de difficulté qui est le passage continuel de l'analyse objective de la pratique du discours à la prise de conscience que l'on fait et que vous-même en proposez. Oui, ces règles qui définissent la pratique d'un discours et qui ne sont pas des règles formelles, ces règles ne sont évidemment pas présentes à la conscience de celui qui parle. De quel type de règles s'agit-il? Eh bien, il s'agit des règles par lesquelles on met en relation un certain nombre d'éléments divers, hétérogènes, différents de nature, différents d'origine. On les met en relation pour faire apparaître, et de telle manière qu'apparaissent des objets à propos desquels on peut tenir un certain nombre d'énoncés, former un certain nombre de concepts et bâtir un certain nombre de théories. Alors, est-ce qu'elles sont établies, ces règles? Peut-on considérer qu'elles sont formulées exhaustivement?
par la description qu'on en fait. Pourrait-on publier le corps de ces règles? Table de Mendeleïev des règles. Voilà. En général? Oui. Eh bien, je pense que non, car il ne s'agit pas de règles formelles que l'on pourrait établir une fois pour toutes et qui vaudraient pour toute société, pour toute culture, pour tout discours et pour tout individu parlant. Il s'agit de règles qui sont toujours investies à l'intérieur des éléments mêmes qui sont mis en jeu. Par exemple... Vous leur supposez une cohérence ou non? Par exemple, on va prendre un exemple très simple. Jusqu'au la fin du XVIIIe siècle, vous aviez deux types d'institutions tout à fait différents, qui étaient l'hôpital d'une part, et puis, si vous voulez, le laboratoire, le cabinet, comme on disait à ce moment-là, le cabinet d'expérience. Bon. Jamais personne n'avait eu l'idée de faire fonctionner ensemble, et l'un par rapport à l'autre, l'un avec l'autre, l'un dans l'autre, ces deux sortes d'établissements. Bon. Or, à partir de la fin du XVIIIe siècle, voilà que le discours médical suppose, pour se déployer, que l'on fasse fonctionner simultanément et corrélativement quelque chose comme un hôpital, où vous allez avoir des séries de malades, des médecins qui les surveillent, qui les observent, qui disent quelle température ils ont jour après jour, quel est leur teint, quelle est l'évolution de leur maladie, etc. Et puis un laboratoire, où on va examiner avec le microscope le tissu de telle ou telle blessure. Un laboratoire dans lequel on va faire des autopsies et regarder ce qu'il y avait dans le corps des individus, faire l'analyse chimique de leur sang, de leur urine, etc. Bon. Je dis que le discours médical suppose la mise en relation de ces deux éléments. Vous me demandez quelle relation? Est-ce qu'on peut en établir la table? Eh bien, la relation entre l'hôpital et le laboratoire, la relation, plutôt les relations, sont évidemment extraordinairement nombreuses. Elles se modifient d'ailleurs, elles se compliquent, elles s'enrichissent, elles se précisent, par exemple tout au long du XIXe siècle et tout au long encore du XXe siècle. Mais là, cette possibilité de relation en général, qui est une des caractéristiques du discours médical. Donc je ne peux pas vous en donner la table, mais je peux les décrire. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas dit table, j'approuvais le mot table, mais c'est pourtant une description de la réalisation de ces relations que je voudrais. Je voudrais connaître la technique, je voudrais connaître l'opératoire qui permet de constituer le discours à partir de ces relations. Voyez, mon relation, là, à ce moment-là, ne me suffit pas. Est-ce que le problème se pose à partir de l'interrogation de Foucault sur sa propre démarche? Je me demande dans quelle mesure l'idée de vouloir... malgré moi, je pose toutes les questions que le livre suscite. Oui, qui suscitent chez moi, qui sont multiples. Mais je crois qu'à partir de l'instant où il définit une certaine direction d'objectivité, il ne peut pas, dans ce livre du moins, aller jusqu'à ce qui serait peut-être de mauvaise foi, dénoncer cette objectivité elle-même. Je pense qu'il y a là un point extrêmement complexe. Je crois qu'on peut parfaitement répondre à la question que vient de poser M. Charbonnier. En effet, c'est ceci, n'est-ce pas? Vous me dites quelle est la règle avec laquelle on peut construire un discours. Alors, c'est là où... Je dirais plutôt le corps de règle. Le corps de règle, oui, avec lequel on peut construire un discours. C'est là où je pense que mon explication a été un petit peu insuffisante, car par discours, je n'entends pas telle ou telle phrase déterminée, ou tel ensemble de phrases tel que vous pouvez le trouver dans un livre, mais par formation du discours, j'entends l'ensemble des objets dont on peut parler dans un discours, dans un texte, dans un livre. Par exemple, je dirais que le discours médical, à partir du XIXe siècle, est caractérisé par le fait qu'il peut, pour la première fois, s'adresser à un ensemble d'objets qui étaient inaccessibles au discours médical du XVIIIe siècle. Cet ensemble d'objets, au XVIIIe siècle, l'ensemble des objets auxquels on s'adressait, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était le teint du malade, c'était la couleur de son urine, c'était, à partir du milieu du XVIIIe siècle encore, c'était son pouls, c'était sa toux, c'était ses yeux, c'était, enfin bon, essentiellement les éléments de surface de son corps. À partir du XIXe siècle, l'objet du discours médical, ça va devenir pour la première fois l'intérieur du corps. On va ouvrir l'intérieur du corps et on va découvrir des organes.
découvrir. Ce n'est pas vrai. On savait bien qu'ils existaient, on savait bien qu'ils avaient que les hommes avaient un estomac et des poumons, mais ce n'était pas cela qui était l'objet du discours médical, l'objet de la pratique médicale et l'objet de l'intervention médicale. À partir du XIXe siècle, c'est là qu'on va chercher le foyer de la maladie. Quand quelqu'un toussera, on se dira qu'est-ce qui se passe dans son poumon. Et on va chercher, par un certain nombre de techniques, qui vont être le stéthoscope, qui vont être l'anatomie du cadavre si le type est malade, qui va être la percussion, etc. Si cette toux vient d'une lésion du type de la tuberculose, ou si c'est dû à une bronchite, ou si c'est dû à une pleurésie. Et on va ainsi constituer toute une anatomie pathologique. Bien plus, quand on aura affaire à quelqu'un qui est tuberculeux, on pourra, au moins après sa mort, on se mettra à regarder quelle était la nature du tissu, quelle était l'altération caractéristique du tissu tuberculeux. On va soumettre ça au microscope et on va essayer de savoir en quoi consiste la tuberculose. Tout ça, c'est une série d'objets médicaux absolument nouveaux. Absolument nouveaux, et pourtant, au XVIIIe siècle, on avait tout pour faire ça. On savait assez d'anatomie pour savoir ce que c'était que les poumons. On pratiquait déjà l'autopsie des cadavres. Il y avait bien longtemps que ce n'était plus un tabou. Il y avait bien longtemps que c'était parfaitement autorisé. Et troisièmement, on avait un microscope pour regarder de plus près et en plus gros ce qui pouvait se passer dans un organisme. Or, tout ça, on ne s'en servait pas. Ça a été la mise en relation de toutes ces techniques qui étaient pourtant préexistantes, de tous ces savoirs qui étaient pourtant préexistants. C'est cette mise en liaison qui a fait apparaître une couche d'objets absolument nouveaux. Cette couche d'objets nouveaux, c'est celle qui caractérise le discours médical. Ils ont fait peut-être apparaître, au terme de leur discours, aussi des maladies qui ont disparu peu à peu après. La tuberculose, dans la mesure même où elle est bien sûr, oui. à tout cet univers qui a créé les conditions de la tuberculose. Alors là, c'est là où le discours se met à fonctionner, à l'intérieur même des autres pratiques. Il est évident que Alors là, je revois ce problème comme celui d'une recherche tout de même d'une objectivité à travers des vitres opaques que l'on lève de plus en plus au fur et à mesure que le discours se précise. Il reste tout de même que c'est vers l'objet que tend cette recherche et le discours lui-même. À la lecture de votre livre, Michel Foucault, j'éprouve une gêne. Je veux dire plus précisément que très certainement il y a de ma part une incompréhension lourde. Je n'arrive pas à me faire une idée claire de votre attitude à l'égard du monde extérieur et de ses rapports avec le discours. J'ai l'impression par moments que vous me retirez ce qui est extérieur au discours et que c'est le discours qui suscite ce qui lui est extérieur. Et j'ai l'impression, au contraire, par moments, que vous supposez quelque chose d'extérieur à quoi le discours s'applique pour susciter son objet propre. Et j'avoue que j'en souffre. Écoutez, mais je voudrais essayer de mettre un terme à votre souffrance. Mais peut-être aussi votre question est cruelle, dans la mesure où je crois que c'est une question de philosophe que vous adressez à quelqu'un dont vous supposez, mais trop généreusement, qu'il est aussi philosophe. À vrai dire, je ne suis pas philosophe, je ne fais pas de la philosophie dans ce que je fais. Et j'aurais à me nommer, à me donner une étiquette, à dire quel je suis, j'avoue que je serais terriblement embarrassé. Je ne pose pas la question de qu'est-ce que c'est que connaître. Mon problème n'est pas de savoir si les discours scientifiques sont vrais ou pas, s'ils ont rapport à une objectivité ou non, s'il faut les considérer comme simplement cohérents ou seulement commodes, s'ils sont l'expression d'une réalité extérieure ou pas. Tout ça, ce ne sont pas mes questions. Si vous voulez, je ne mettrai pas mon livre sous la rubrique savoir et vérité ou connaissance et monde extérieur. Dans mon livre précédent, j'avais tendu bêtement un vilain piège au lecteur. Je l'avais appelé « Les mots et les choses », ce livre. Je l'avais appelé « Les mots et les choses » et bien sûr, les lecteurs ont dit « Eh bien, c'est drôle, on ne voit pas les choses ». Et en effet, jamais le monde extérieur n'était invoqué comme tel.
Je parlais par exemple de l'histoire naturelle, mais je n'ai jamais décrit les animaux ou les plantes elles-mêmes, je n'ai jamais fait intervenir l'objectivité des animaux et des plantes dans l'analyse du discours des naturalistes. Ou encore, j'ai parlé de l'économie politique, mais je n'ai jamais parlé des processus économiques eux-mêmes. Donc ça s'appelait les mots et les choses, et les gens ont eu raison de dire « mais il n'y a pas de choses du tout ». Et puis il y en a eu d'autres, plus sages encore, qui ont dit « mais vous savez, il n'y a même pas de mots ». Car, à dire vrai, je ne faisais pas non plus une analyse linguistique. Je ne faisais pas une analyse linguistique et je ne posais pas le problème de savoir le rapport, le vieux problème platonicien, du rapport qu'il peut y avoir entre les choses et les mots. Est-ce que les mots sont complètement arbitraires? Est-ce qu'ils peuvent se passer des choses? Ou est-ce que les choses sont présentes d'une manière ou d'une autre dans les mots? C'était un titre piège. Je voulais montrer en quelque sorte que je me plaçais non pas exactement à mi-chemin, mais dans une dimension autre, que contrairement à ce qu'on pouvait croire, les discours n'étaient pas faits d'un entrelacement de choses réelles avec des mots arbitraires, que ce n'était pas le tissu de l'objectivité du monde entrecroisé avec la trame de notre vocabulaire, que les discours, c'était une pratique autonome qui était en quelque sorte extérieure aux mots et aux choses, bien que à chaque instant il fût question des choses, et bien qu'à chaque instant des mots fussent utilisés. Et c'est cette spécificité du discours hors des mots et hors des choses, c'est cela que j'avais voulu faire apparaître et que, à vrai dire, j'avais ironiquement masqué sous le terme les mots et les choses. Eh bien, pour en revenir à votre question, vous me posez la question, voyons, le savoir, est-ce que le savoir, ça s'appuie sur l'objectivité du réel, selon vous, ou pas? Je vous dirais... c'est à la spécificité du discours que je m'intéresse quand je pose cette question. La spécificité du discours, j'essaie de la faire apparaître en elle-même et de montrer comment elle est reliée à des éléments qui lui sont extérieurs, qui sont, si vous voulez, des choses, qui sont, si vous voulez, du réel, mais ils ne sont pas reliés comme, en quelque sorte, une vérité que les discours auraient à exprimer ou à refléter, non pas un ensemble de choses réelles que le discours devrait désigner ou décrire. J'essaie de montrer les rapports qu'il y a entre une réalité qui est disposée d'une certaine manière et la façon dont un discours peut naître et se former à partir de cette réalité historique, sociale, institutionnelle qui caractérise une culture à un moment donné. Autrement dit, c'est le rapport antérieur et non pas postérieur des choses au discours. Je veux dire, je n'essaie pas de montrer comment un discours peut arriver finalement à énoncer la vérité des choses, mais j'essaie de montrer comment, à partir d'un certain nombre de choses, à vrai dire des éléments comme des institutions, des pratiques sociales, des techniques, etc., comment, à partir de ces choses, peut naître une pratique spécifique qui n'est pas le reflet des premières, mais qui pourtant prend appui sur elles, pratique spécifique qui est la pratique du discours. Et c'est ce rapport antérieur des choses avec le discours, c'est ça que j'essaie de faire apparaître. Et c'est en ce sens une question qui est tout à fait extérieure à la philosophie, dans la mesure où la philosophie a toujours posé le problème, savoir comment, de l'intérieur de ma conscience, est-ce que je peux arriver jusqu'à l'extériorité des choses. Enfin, ça a été toute la grande question de la philosophie, c'est-à-dire de l'idéalisme, car toute philosophie, au fond, est idéaliste, et dès qu'une philosophie n'est plus idéaliste, elle n'est pas une philosophie, elle devient autre chose, une théorie politique, peu importe. Ma question n'est pas une question philosophique, ce n'est pas non plus une question idéaliste, c'est tout l'inverse. Le problème est de savoir comment, de l'extérieur des choses, on peut arriver à un ensemble de règles qui régissent de l'intérieur une pratique discursive. Il est parfois des conjonctures astrales, bien entendu heureuses. Nous voici à parler d'astronomie alors qu'un événement des plus importants se préparait voici 2 siècles exactement. Juin 1769 devait en effet voir le passage de Vénus sur le Soleil. Et de toute l'Europe, des expéditions étaient parties, par terre ou par mer, pour observer ce phénomène, et nous en rappelons quelques-unes. Le père L., astronome de Vienne,
s'installe à l'île Wardus pour le compte du Danemark, au-delà du 70e degré et demi de latitude, dans la mer glaciale. Un jeune astronome auvergnat, M. Rome, est envoyé par l'Académie royale de Saint-Pétersbourg pour la Sibérie. L'abbé Chappe s'est embarqué avec 2 officiers espagnols à Cadix pour la Californie. M. Véron, après avoir presque bouclé le tour du monde avec M. de Bougainville, s'est détaché de l'expédition pour rejoindre l'île de France. À Saint-Domingue, M. de Courjol s'apprête aussi à l'observer. D'Angleterre, 2 astronomes sont partis pour la baie d'Hudson et 2 autres pour la Nouvelle-Zambes. M. Green, enfin, est parti avec le capitaine Cook dans la mer du Sud, où cette observation sera la plus importante. Première fois sans doute que se déploie un tel effort scientifique à l'échelle internationale. De toutes les relations de l'événement attendu, nous choisirons celle de Cook, qui a quitté l'Angleterre en août 1768 et débarqué à Tahiti voici 200 ans, en avril 1769 exactement, soit juste un an après Bougainville. Quelques jours avant le passage de Vénus sur le Soleil, après avoir suivi sans intérêt ni surprise une cérémonie religieuse des Anglais, quelques notables tahitiens invitent Cook à l'une des leurs. Du moins le croit-il, et il se trompe. Du moins encore, s'agit-il déjà d'une certaine Vénus qui préside, sans le savoir, à cette fête tahitienne. Un jeune homme de près de 6 pieds et une jeune fille de 11 ou 12 ans sacrifièrent à Vénus devant plusieurs de nos gens et un grand nombre de naturels du pays, sans paraître attachés aucune idée d'indécence à leur action, et ne s'y livrèrent au contraire à ce qu'il nous semblait que pour se confirmer aux usages du pays. Soyons sérieux et revenons à la Vénus céleste et au but de l'expédition de Cook. Les Anglais préparent leurs observations, et voici le récit de ces préparatifs, de ces observations, où exotisme et science se mêlent agréablement. Comme le jour où nous devions faire nos observations astronomiques approchait, je résolus d'envoyer 2 détachements afin d'observer le passage dans divers endroits, espérant que si nous ne réussissions pas à Otaïti, nous aurions ailleurs un meilleur succès. Nous nous occupâmes donc à préparer nos instruments et à montrer l'usage qu'il en fallait faire à ceux de nos officiers que je me proposais d'envoyer dehors. 1er juin 1769, 2 jours avant le passage de Vénus. Je fis partir pour Imao dans la grande chaloupe M. Gore et 2 d'entre eux à qui M. Green avait donné des instruments convenables. J'envoyai d'autre part M. Hikes avec 2 contremaîtres et l'un des officiers de poupe dans la pinasse à l'est d'Otaïti, afin d'y choisir à quelque distance de notre principal observatoire un lieu convenable où ils pussent employer des instruments qu'ils avaient emportés dans le même dessein. Malgré toute la célérité qu'on mit pour équiper la chaloupe, elle ne fut prête que dans l'après-midi. Nos gens qui étaient à bord, après avoir ramé la plus grande partie de la nuit, l'amenèrent enfin au-dessus de la terre d'Imao. Au lever du jour, le 2 juin 1769. Ils virent une pirogue qu'ils appelèrent. Les Indiens qu'elle avait à bord leur montrèrent un passage à travers le récif. Ils y entrèrent, et ils choisirent bientôt après, pour lieu de leur observatoire, ce rocher de corail qui s'élevait hors de l'eau à environ 150 verges de la côte. Ce rocher en avait 80 de longueur et 20 de large. On trouvait au milieu un lit de sable blanc assez étendu pour y placer les tentes. M. Gore et ses compagnons commencèrent à dresser et à faire les autres préparatifs nécessaires pour l'opération importante dans leur domaine. Sur ces entrefaites, M. Banks, suivi des insulaires de Tahiti et des autres Indiens qu'il avait rencontrés dans la pirogue, alla dans l'intérieur de l'île pour acheter des provisions. Il s'en procura effectivement une quantité suffisante avant la nuit. Lorsqu'il revint au rocher, il trouva l'observatoire en ordre et les télescopes fixés et éprouvés. La soirée fut très belle. Cependant, l'inquiétude ne leur permit pas de prendre beaucoup de repos pendant la nuit. Chacun faisait la garde à son tour l'espace d'une demi-heure. Il allait contenir l'impatience des autres et leur rapportait la situation du temps. Quelquefois, il encourageait leur espérance en disant que le ciel était serein, et d'autres fois, il les alarmait en leur annonçant qu'il était couvert. 3 juin 1769. Ils furent debout dès la pointe du jour, et ils eurent la satisfaction de voir le soleil se lever sans nuages. M. Banks, souhaitant alors un heureux succès à nos observateurs, retourna une seconde fois dans l'île pour en examiner la production et y acheter des rafraîchissements. Pour faire les échanges avec les naturels du pays, il se plaça sous un arbre,
et afin de n'être pas poussé par la foule, il traça autour de lui un cercle dans lequel il ne leur permit pas d'entrer. Ici, une page qui n'a pas grand-chose à voir avec Vénus et son passage. Sur les 8 heures, il aperçut 2 pirogues qui voguaient vers l'endroit où il se trouvait. Et les insulaires lui firent entendre qu'elle appartenait à Tarao, roi de l'île, qui venait lui rendre visite. Dès que les pirogues se rapprochèrent de la côte, le peuple se rangea en haie depuis le rivage jusqu'au lieu du marché, et Sa Majesté débarqua avec sa sœur, nommée Nouna. Comme il s'avançait vers l'arbre sous lequel était M. Banks, il alla à leur rencontre et il les introduisit en grande cérémonie dans le cercle dont il avait écarté les insulaires. C'est une coutume de ces peuples de s'asseoir pendant leur conférence, et M. Banks développa une espèce de turban d'étoffe de l'Inde qu'il portait sur sa tête en guise de chapeau. Il l'étendit à terre et ils s'assirent tous ensemble. On apporta alors le présent royal qui était composé d'un chien, d'un cochon, de quelques fruits à pain, de noix de coco et autres choses pareilles, et M. Banks envoya un bateau à l'observatoire pour y porter ce présent, et les messagers revinrent avec une hache, une chemise et des verroteries qu'il offrit à Sa Majesté qui les reçut avec satisfaction. Et pendant ce rituel de l'échange, Vénus commence à entrer dans le Soleil. Après le premier contact de Vénus avec le Soleil, M. Banks retourne à l'observatoire, emmenant avec lui le roi Tarao et sa sœur Nouna et quelques-uns des principaux personnages de leur suite, parmi lesquels il y avait 3 jeunes filles très belles. Il leur montra la planète au-dessus du Soleil, et tâcha de leur faire entendre que ses compagnons et lui avaient quitté leur pays pour faire observer ce phénomène. Bientôt après, M. Banks retourna avec eux à l'île d'Imao. Il y passa le reste de la journée à en examiner les productions, qu'il trouva à peu près les mêmes que celles de Tahiti. Les hommes qu'il vit ressemblaient aussi entièrement aux habitants de cette dernière île, et il en reconnut plusieurs pour les avoir déjà vus à Otaïti, de manière que tous ceux avec qui il fit des échanges connaissaient ses marchandises et leur valeur. 4 juin 1769, au matin. Nos observateurs plièrent leurs tentes pour s'en revenir et arrivèrent au fort avant la nuit. L'observation fut faite avec un égal succès au fort et par les personnes que j'avais envoyées à l'est de l'île. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, il n'y eut pas un seul nuage au ciel, et nous observâmes, M. Green, le docteur Solander et moi-même, tout le passage de Vénus avec la plus grande facilité. Le télescope de M. Green et le mien étaient de la même force, et celui du docteur Solander était plus grand. Nous vîmes tous autour de la planète une atmosphère ou un brouillard nébuleux qui rendait moins distincts les temps des contacts, et surtout des contacts intérieurs, ce qui nous fit différer les uns et les autres dans nos observations plus qu'on ne devait l'attendre. Suivant M. Green. Premier contact extérieur ou la première apparence de l'entrée de Vénus au-dessus du disque du Soleil. 9 heures, 25 minutes, 42 secondes du matin. Premier contact intérieur ou immersion totale. 9 heures, 44 minutes, 4 secondes du matin. Deuxième contact intérieur ou le commencement de l'immersion. 3 heures, 14 minutes, 8 secondes de l'après-midi. Deuxième contact extérieur ou immersion totale. 3 heures, 32 minutes, 10 secondes. Nous trouvâmes que notre observateur était situé au 17e degré, 29 minutes, 15 secondes de latitude, et au 149e degré, 32 minutes, 30 secondes de longitude 0 de Greenwich. Et ici, pour les observations plus détaillées, Cook nous renvoie aux résultats publiés dans un ouvrage intitulé « Transactions philosophiques ». L'événement astronomique pour lequel tant de navires, tant de savants se sont égayés à travers le monde est terminé. Et dans chaque expédition, la vie de tous les jours reprend ses droits avec ses émerveillements, mais aussi avec ses tracas. Et ainsi se concluent ces journées d'observation de Vénus sur le Soleil pour Cook et ses compagnons. Si nous avions des raisons de nous féliciter du succès de notre entreprise, quelques-uns de nos gens avaient profité du temps de manière à nous causer bien du regret. Pendant que les officiers étaient tous occupés à observer le passage de Vénus, des matelots enfoncèrent un des magasins et volèrent près d'un 100 pesant de clous à fiches. Le cas était sérieux et de grande importance, car si les voleurs avaient répandu ces clous parmi les Otaïtiens,
Il nous aurait fait un tort irréparable en diminuant la valeur du fer, qui était la principale marchandise que nous avions apportée pour commercer avec ces insulaires. On découvrit un des voleurs, mais on ne lui trouva que 7 clous. Il fut puni par 24 coups de fouet, et il ne voulut jamais révéler ses complices. Mais tout est bien qui finit bien, c'est pour les Anglais une grande fête, celle de l'anniversaire du roi George. On attendit pour le célébrer le retour de tous les officiers qui étaient allés observer le passage de Vénus. Plusieurs des chefs tahitiens assistèrent à la fête. Ils burent à la santé de Sa Majesté sous le nom de Kiaago, qui était le son le plus approché qu'ils pouvaient rendre pour exprimer le King George.